Bonjour, nous avons le grand plaisir d'accueillir cet après-midi Sarah Biasini, qui vient de publier La beauté du ciel aux éditions Stock. Et Sarah Biasini est un nom qui ne vous est certainement pas inconnu, puisqu'elle est également, mais pas seulement, la fille de Romy Schneider. Et donc nous avons le plaisir de pouvoir discuter avec elle de ce très beau roman qu'elle écrit à l'occasion de la naissance de sa fille aussi, entre autres. Mais on va y revenir. Donc bonjour Sarah. Bonjour Laurence. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Merci à plusieurs titres, je dirais, parce que merci pour celle que vous êtes. Et puis merci aussi avec votre présence, votre mère est encore là. Et cette transmission est très importante, je crois, pour beaucoup de personnes, de lecteurs, de spectateurs, de tous ceux qui l'ont admirée et qui sont contents de vous voir vivre à votre tour. Voilà. Alors donc, vous venez de publier ce très beau livre qui sera aussi un très beau cadeau pour votre fille. Elle sera sûrement heureuse de le lire plus tard. C'est peut-être celui que vous auriez aimé recevoir de votre mère? Éventuellement. Éventuellement, oui. Mais après, Un long texte comme ça, je crois que tous les enfants en rêvent un peu. Alors écoutez, on va un petit peu parcourir le livre ensemble. On va parler de plusieurs sujets, bien sûr, de votre mère, mais aussi de vous, de votre fille, de la manière dont toute cette aventure a commencé. Mais je voulais quand même commencer par une citation, et vous verrez que ce n'est sans doute pas par hasard. Donc voilà, c'est une phrase assez célèbre de la littérature française. Donc, avec l'amour maternel, la vie vous fait dès l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. Chaque fois qu'une femme vous serre dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce ne sont plus que des condoléances. On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère comme un chien abandonné. On mange froid, après il dit, je crois. Voilà. On passe sa vie à manger froid. Romain Gary. Romain Gary, La promesse de l'aube, votre livre préféré? Oui, oui, un de mes livres, un des livres sur lequel j'ai beaucoup pleuré, oui. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui vous attend plus dans ce livre? D'abord, le style, la poésie incroyable, je trouve, qui s'en dégage, sa manière d'écrire, et puis ce rapport filial très fort entre lui qui veut à tout prix faire plaisir à sa mère, rendre sa mère fière de lui, cette mère qui le regarde comme la 8e merveille du monde. Voilà, et puis l'issue, jusqu'au bout, cette mère qui va accompagner son fils. L'issue est très belle, elle est déchirante. Voilà, mais surtout, oui, je trouve qu'il y a une poésie qui se dégage chez Romain Gary, et aussi bien dans le personnage que dans son écriture, et une ironie aussi, un sens de l'humour très, très fort, je trouve, une espèce de distance comme ça avec lui-même que je trouve très belle. C'est une histoire, c'est une grande histoire d'amour, ce livre, bien entendu. C'est une grande histoire d'amour maternel. Alors lui, il a dû, toute sa vie, sa mère lui a mis une pression énorme. Vous avez peut-être connu cette pression, mais d'une autre manière, bien entendu, puisque votre mère n'a pas pu vous accompagner aussi longtemps. Mais donc, l'amour maternel, puisqu'on va y venir aussi avec l'écriture de votre livre, c'est quand même la grande histoire de votre vie, à la fois en tant que fille et en tant que mère, apparemment. Oui, en tout cas, je pense que c'est une question... c'est une des grandes questions que je me suis posée, que je vais continuer à me poser forcément. Et comme il y a eu des événements qui ont provoqué l'écriture de ce livre aussi précisément, mais j'avais envie d'écrire depuis un moment déjà. Et je sentais qu'il fallait que je m'attaque au sujet maternel, parce que c'est une de mes préoccupations, ou en tout cas c'est comment dire, je pense qu'il faut
il faut s'attaquer quand on se met à écrire aux choses qui vous taraudent ou qui vous meuvent, qui provoquent en vous toutes sortes de sentiments. Et donc, il fallait que je passe par ce sujet-là. Sinon, c'est une des choses les plus intéressantes pour moi, parce que ça suscite beaucoup de questions. De toute façon, je pense que la mer est un grand thème de littérature. Il y a quand même beaucoup de personnes qui en parlent inévitablement. Donc ici, vous disiez, oui, il y a eu cet élément déclencheur, parce que finalement, vous l'écrivez, je me trompe peut-être dans les dates, mais environ 40 ans après le décès de votre mère. Un peu moins, pas loin. Et donc, il y a cet élément troublant, violent, déclencheur, qui est la profanation de la tombe de votre mère. Un 1er mai, il y a une policière qui vous appelle pour vous annoncer ça, et ça provoque un séisme en vous, en fait, ce coup de fil. Oui, j'ai l'impression qu'il y a quand même eu un petit déblocage, quelque chose en tout cas autant physique que moral. Oui, ça m'a complètement... j'étais très choquée, mais pas dans un sens négatif. J'étais bousculée et j'ai senti que c'était un événement avec lequel il fallait que je m'arrange, ou que je trouve... Je voulais absolument trouver une sorte de signification, ou de message, ou de quelque chose pour retourner cet événement et ne pas en faire simplement que le fruit du hasard. Alors voilà, effectivement, sa tombe a été profanée. Alors malheureusement, il y a beaucoup de tombes qui sont profanées, dans les cimetières juifs notamment. On n'en entend pas toujours parler. Moi, c'était dans le côté un peu dramatique, c'était pas non plus catastrophique, parce que le cercueil n'a pas été atteint et que juste la pierre tombale a été déplacée. Mais déjà, ce truc-là, comme effectivement, il y a une policière qui vous appelle, tout d'un coup, on rentre dans une espèce de série policière, un tout petit peu, quoi. Puis après, je me rends au cimetière et je vois des traces de produits vert fluo, comme on peut voir dans les séries policières à la télé. Après, cette policière me dit que il faudra pas que je m'attende à des grandes trouvailles et qu'on ne retrouvera sans doute jamais les auteurs de ce fait, ce qu'on ne les a pas retrouvés. Mais voilà, et en tout cas, c'est sûr qu'effectivement, moi qui ne suis pas une grande adepte, une grande visiteuse de cimetière, qui n'aime pas beaucoup ça, et qui ne voit pas l'intérêt, et que je n'ai pas besoin de ça pour penser aux morts, là, je suis obligée de m'y rendre, et je fais un peu mon devoir de fille, pleinement mon devoir de fille. Je paye les marbriers, je rencontre cette policière, le maire du village qui était le même maire qu'à l'époque du décès de ma mère, et il y a beaucoup de choses, c'est assez... Et on est seul dans ce cimetière. C'est-à-dire, il n'y a que ces gens-là qui sont d'une bienveillance extrême à mon égard, et c'est comme si j'avais un petit enterrement privée à moi toute seule, avec ces gens-là qui ne sont là que pour m'accompagner, pour me soulager, pour m'épargner toute... Je le sens autour de moi, et donc c'était quand même c'était assez incroyable comme moment quand même. Est-ce que quelque part, ça peut être paradoxal de dire ça, mais est-ce que quelque part, ça ne vous a... Puisque vous ne vous souvenez probablement pas de l'enterrement de votre mère. Je n'y étais pas, surtout. Vous n'y étiez pas, d'accord. On ne m'y a pas emmenée, à juste titre, je trouve, parce que j'avais 4 ans et demi, et c'est pas du tout la place, puis avec tout le bordel qu'il y avait à l'époque, où il y avait quand même beaucoup de monde, beaucoup de photographes, beaucoup de... ça aurait pas du tout été ma place, et c'est très bien, mais donc effectivement, oui, je la réenterre. Et ça vous permet peut-être un peu plus de faire le deuil, du coup, paradoxalement. Enfin, sans doute qu'il y a quand même, même si je n'aime pas beaucoup, c'est pas du tout de votre faute, c'est une expression qu'on emploie tout le temps, mais faire son deuil, je sais pas très bien ce qu'on met derrière ça. Je pense qu'on peut passer, on n'a jamais fini de faire son deuil, juste les sentiments à l'égard des morts et ne cessent d'évoluer avec l'âge, etc. Mais faire son deuil,
Voilà. Mais on peut y mettre plein de choses. Donc oui, ça m'a permis, en tout cas, ça m'a vraiment bousculée. Et à tel point que 3 semaines plus tard, je suis tombée enceinte pour la première fois de ma vie. Et j'ai voulu, je me suis dit, si tu n'associes pas ces deux événements, si tu ne les relis pas ensemble, tu serais bien bête, quoi. Enfin, oui, c'est quand même troublant comme coïncidence. Et puis vous devenez aussi mère quasiment à l'âge auquel votre mère devenait votre mère. Oui, c'est vrai. Comme si vous ne vous étiez pas autorisé cela avant. Oui, alors après, les sens psychanalytiques vraiment sont multiples. Et vraiment, c'est sûr. Alors donc voilà, tout ça vous mène à l'écriture, pour la grande joie de tous. Donc pour un livre qui a été quand même salué partout, que tout le monde a trouvé touchant, qui est elliptique aussi. C'est très gai parce que c'est une balade, on vous suit et vous nous promenez, vous nous promenez dans votre vie avec des moments joyeux. C'est pas du tout un livre larmoyant, c'est touchant bien sûr parce que vous parlez de votre mère, mais on y découvre avant tout la joie de devenir mère, quoi. Et l'angoisse. Oui, l'angoisse, parce que effectivement, vous parlez quand même assez franchement de mort, justement. C'est vrai qu'à un moment donné, je crois que j'avais gardé le... Oui, c'était bon. Je pense que évidemment, dès qu'on devient mère, dès qu'on est enceinte, beaucoup de femmes le savent, on a déjà peur de perdre le bébé. Comme disent les médecins parfois, c'est votre première angoisse de mère, et puis ça ne fait que continuer empirer. Mais alors, c'est vrai que quand on le lit de votre plume, ça prend une autre dimension avec les drames qui ont quand même jalonné votre histoire familiale. Et donc ici, vous parlez de cette peur de la mort quand même, assez franchement, quoi, du fait, parce que vous êtes bien placé pour savoir que ça peut arriver tôt, que ça peut arriver plusieurs fois, que ça peut arriver injustement. Oui. Et voilà. Mais oui, je ne peux pas faire sans, puisque je l'ai vraiment vécu. Alors, j'étais là, j'étais là. Et je pense que j'ai tout ressenti aussi, même si on a peu de souvenirs, parce que j'étais vraiment très petite. Le décès de mon frère, j'avais 3 ans, et ma mère, ou 3 ans et demi, et ma mère 1 an plus tard. Donc mais on doit certainement ressentir l'environnement autour, et donc, mais en même temps, oui, je parle beaucoup de la mort, mais je trouve qu'il faut pas avoir peur d'en parler. Je trouve que c'est assez hypocrite quand on ne veut pas. Voilà, d'abord on l'entend d'ailleurs souvent maintenant, justement à cause des pandémies, etc. Tout le monde tout d'un coup, mais bon, voilà. Et effectivement, oui, je sais que un enfant peut mourir avant ses parents, et je sais qu'une mère peut mourir en laissant son enfant très jeune. Voilà. Je le sais, je l'ai vécu, donc je suis obligée. Donc d'un coup, je suis moi la mère qui va mourir et qui va laisser son enfant, et un coup, je suis, en regardant ma fille, je suis... je me dis que ma fille va disparaître, il va lui arriver quelque chose, un accident, et voilà. Oui, donc j'ai les deux scénarios. Alors, évidemment, ça, j'y pense pas en permanence. Non, j'espère bien. Bon, alors on voit sur la couverture du livre, on la voit. Oui, il y a une très très belle photo de votre mère et vous. C'est vraiment une photo magnifique. C'est une photo que vous avez chez vous, dans un cadre. Vous avez eu du mal à choisir la photo de c'était pas le premier choix, mais c'est mon éditeur, Manuel Carcassonne, qui je lui ai proposé d'autres photos, dont celle-ci, et c'est lui, il a dit celle-ci est très belle. Et c'est vrai, comme je regrette pas, c'est vrai que mon premier choix finalement n'était pas le meilleur. Et que celle-ci mais surtout parce qu'elle représente, je trouve, j'aime bien ce baiser à pleine bouche comme ça entre une mère et son enfant, parce que je trouve que ça représente justement la sauvagerie maternelle et cet amour un peu fou qu'une mère peut éprouver pour son enfant, complètement un peu irraisonné, un peu bestial parfois, et l'enfant pareil, avec voilà, je veux dire, il y a tout quand même autour de la maternité, autour d'un enfant avec sa mère, la nourriture au sein, tout ça, ça en fait quelque chose de... fusionnel. Voilà. Ouais. Alors,
Vous n'avez pas de souvenirs. On dit que tout se joue avant 6 ans, et puis Freud. Enfin voilà, il y a certainement, bien sûr, que l'inconscient, mais ça, on n'y a pas accès. Donc des souvenirs, vous en avez sans doute sans vous en souvenir. Bien sûr, puisque vous étiez fort jeune quand votre mère est décédée. J'en ai quelques-uns, j'en raconte un petit peu, j'en ai un tout petit peu, mais c'est vrai qu'en plus le temps passe, plus ça s'estompe. Oui, ce sont des images comme ça fugaces peut-être, mais par contre, vous avez senti ce manque de mère, sans doute, le fait ou bien... Pas tant que ça. C'est-à-dire pas immédiat. Ça pourrait être bon. Et puis d'abord, de toute façon, je vais pas passer mon temps à dire elle me manque, parce que je peux rien y faire. Non. Donc, ce serait ridicule. Mais non, c'est plutôt justement, je voulais aussi rendre hommage à 2 femmes qui m'ont accompagnée au plus près, encore aujourd'hui. Oui. Et donc, je n'ai jamais été en manque d'amour maternel. Je l'ai reçu par des femmes, alors certes qui n'étaient pas... Mais bon, ma grand-mère paternelle, par exemple, avec laquelle j'ai quand même un vrai lien du sang, et puis une nourrice, comme on n'en fait plus. Et donc, j'ai reçu vraiment tous les baisers, les caresses... féminine, voilà, qu'une mère pourrait prodiguer. Non pas que les pères ne soient pas capables, loin de là, d'enlacer et d'embrasser. Ils font ça aussi très bien. Mais j'aurais pu avoir ce manque-là. Or, je l'ai vraiment reçu constamment, tout le temps, dès le besoin. Donc non, ça a pu être après. Enfin, effectivement, je peux m'interroger sur les discussions de femmes, d'adultes que j'aurais pu avoir avec ma mère. Mais un moment qui est difficile, c'est peut-être le moment de l'accouchement, évidemment. C'est peut-être un moment où... Oui. Et encore que, bon, j'étais pas non plus paniquée. Et puis, bon, ma grand-mère me racontait certaines choses, même si elle me disait bien qu'à son époque, on parlait pas de ces choses-là. Mais c'est rigolo aussi, justement, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est les échanges intergénérationnels où on voit les différences, les évolutions et ce que les femmes ont dû traverser, et voilà. Mais non, j'étais pas particulièrement paniquée en me disant il faut absolument que je tienne la main de ma mère, je vais accoucher. Non, pas du tout. Enfin, non, mais c'est parfois quand on est une jeune mère, c'est parfois des moments, évidemment. Oui, bien inconnus. Voilà. Oui. Mais oui, de toute façon, je crois que l'amour grand maternel peut être immense aussi. Bon, en tout cas, il a fait office d'amour maternel et il a remplacé, oui. Il a comblé beaucoup de choses. Oui, on le sent bien en lisant votre livre, oui. Alors, vous racontez aussi, puisqu'on est en train de parler de l'accouchement, etc., c'est que même à ce moment-là, vous êtes à la maternité, puis il y a un médecin, un infirmier. Comment ? Transpirante. Quelqu'un qui passe et qui dit vous me rappelez quelqu'un, puisque bon, évidemment, il y a cette ressemblance qui est indéniable entre vous et votre mère. Alors bon, pendant longtemps, vous avez été très préservé de la notoriété, on vous a élevé dans cette optique-là. Puis maintenant, là, vous franchissez aussi après, vous avez quand même choisi un métier qui est celui de votre mère et de votre grand-mère maternelle, pardon. On va en parler peut-être un petit peu après également. Donc voilà, maintenant, je suppose que vous assumez plus ce fait d'être la fille d'eux. Mais vous tenez aussi, ça vous permet peut-être aussi parfois de réhabiliter son image, comme cette photo qui est une photo très joyeuse, comme j'ai lu par ailleurs que vous n'étiez pas du tout contente suite au film 3 jours à Quiberon, qui donnait une image de votre mère très, très tragique. Et vous avez aussi envie de montrer qu'elle était joyeuse, et comme des témoignages vous l'ont rapporté. Ben oui, c'est-à-dire que moi j'ai grandi avec en entendant que des histoires gay. En tout cas, j'avais une peinture de ma mère qui me semblait normale, c'est-à-dire, avec ses défauts, ses qualités, avec ses moments de joie et ses moments de chagrin, mais comme beaucoup de gens les vivent, quand même. Et donc j'avais une normalité, j'avais un son normal dans mes oreilles. Je sentais que ce qu'on me disait était réaliste et autant que possible, comment dit-on, objectif. Et ça contrastait énormément avec l'image qui est présentée, avec la légende, le mythe qu'on aime propager. Bon,
Voilà. Et puis, de toute façon, moi, l'actrice, je m'en fiche un peu. Hein. C'est la femme qui m'intéresse. Oui. C'est la femme, c'est la mère, et c'est la femme. C'est qui elle était toute seule dans sa chambre et toute seule face au miroir de sa salle de bain, par exemple. C'est ça qui m'intéresse. Le reste, tout le monde sait que c'est de la mise en scène. Elle-même était très lucide par rapport à ça. Quand on l'interviewait sur son métier, elle disait, elle se considérait comme une femme avant tout. Et oui, et puis surtout ne pas croire que... Enfin, je pense que... elle savait très bien jouer avec les journalistes aussi. Hein. Donc, alors bien sûr, elle s'est laissée aller, elle a fait des erreurs. Voilà, mais bon, voilà, mais en tout cas, effectivement, de toute façon, le choix de cette photo, oui, il fallait que ce soit une photo où elle était au naturel et pas du tout dans un gala ou je ne sais quel événement public. Alors, vous racontez quand même, c'est la femme qui vous intéresse, mais peut-être que pour y avoir accès, pour mieux la connaître, vous avez quand même beaucoup regardé ses films, ses photos, etc. Vous êtes quand même nourri de... Oui, bien sûr, mais heureusement, j'ai un fond photographique ou iconographique très large, mais d'images, mais privées, de situations privées, familiales, en dehors de toute autre caméra ou appareil photo. Donc j'ai beaucoup chez moi, chez mes grands-parents, énormément de photos prises dans l'intimité familiale. Donc voilà. Et j'ai regardé bien sûr des films, je ne les ai pas tous vus. Voilà. Et parmi les films, vous dites que votre préféré c'est quand même César et Rosalie. Oui, j'ai beaucoup d'affection pour ce film. Oui, j'aime beaucoup ce film. Pourquoi ? Parce que j'aime tout, j'aime le Paris de ces années-là, j'aime les dialogues, j'aime la musique, j'aime les costumes, j'aime vraiment tout. Et puis c'est une vraie Madeleine de Proust, je pense, pour moi, parce que c'est un film que j'ai... Un des premiers... Enfin, après les Sissi, tout ça, mais c'est un des films que j'ai le plus vu dans mon enfance. Donc je me revois quand je le regarde, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps parce que maintenant il est disponible sur une plateforme. Et en le revoyant seul, j'avais l'impression de me retrouver dans ma peau de jeune, d'enfant de 10 ans. Donc c'est assez rigolo. Je me le revoyais avec mes yeux de 10 ans où j'avais les souvenirs de mes sensations en voyant le film. Et donc donc vous avez commencé à les regarder assez jeune parce que c'est un film tout public, César et Rosalie, mais c'est plus adulte quand même malgré tout. Donc à 10 ans déjà vous commencez à les regarder. Oui, un truc comme ça, 10, 11. Et vous l'avez regardé combien de fois celui-là par exemple ? Je sais plus, je peux pas vous dire combien de fois exactement, mais je l'ai regardé plusieurs fois. Je le connais bien. Vous avez donné Rosalie comme deuxième prénom à votre fille. Oui, mais je l'ai écrit un peu bizarrement. Je l'ai pas écrit exactement comme dans le film. Vous ne nous dites pas comment dans le livre. Non. D'accord, ça reste un secret. Alors, à propos de prénoms, moi je trouve qu'il y avait quand même un très beau passage. Peut-être, je voulais vous demander de le lire, mais comme comme on ne peut pas s'échanger les objets pour l'instant. Alors, c'est quelle page ? Alors, écoutez, c'était à la page 105, 106, 107. C'est Anna sur son prénom. C'est un très beau prénom, oui. 107. Voilà. Jusqu'à là, juste ce petit paragraphe-là, peut-être. D'accord. Anna, j'aime ton prénom, sur lequel nous mettons pourtant 3 jours à nous arrêter. Simple et grand, court et fort, beau dans toutes les langues. Ce prénom ne m'appartient pas, me donne l'impression d'être neutre, pour n'être qu'à toi. Pas d'effet de mode dans ce choix, juste une petite consonance italienne. Pas d'affect non plus, un prénom éloigné de tes parents, du reste de ta famille, que tu pourras donc t'approprier et faire tien. Dans le choix de tes seconds prénoms seulement, nous avons glissé une référence à mon film favori, Rosalie. Merci beaucoup. C'est un très beau passage qui nous ramène au prénom. On parlait d'Anna, de Rosalie. Votre mère a posé un acte très fort aussi en choisissant des prénoms hébraïques pour David, votre frère, et pour vous. Et apparemment, c'était aussi une manière de répondre à sa mère. Mais je ne sais pas ça. Je ne sais pas, ça reste en suspens parce que mon père ne m'a jamais dit. Enfin, mon père, à chaque fois qu'on a entendu ça, alors effectivement, c'est David et Sarah. J'ai appris plus tard qu'en plus c'était comment les nazis donnaient il n'y avait pas tous les enfants, tous les garçons juifs s'appelaient David et toutes les filles
toutes les petites filles juives s'appelaient Sarah. Voilà, c'était une manière de dépersonnaliser. Oui, c'est ça. Et mais si vous, mon père m'a dit, mais moi j'ai jamais entendu ta mère me dire, il faut absolument qu'on donne un prénom juif à notre enfant. Donc je ne sais pas. Je peux pas vous dire que vous avez tort. Je ne sais pas du tout. Ça reste d'accord. Alors votre grand-mère paternelle, vous en parlez peu dans le livre. Vous la rencontrez quand même. Mais, enfin maintenant elle est décédée depuis longtemps, mais elle n'était pas non plus aux funérailles. Enfin c'était un peu compliqué entre votre mère et sa mère à un moment donné. Oui. Et vous avez eu très peu de contact avec elle? Si, j'en ai eu quand même. Oui. J'en ai eu parce que elle est décédée, j'avais 18 ans, donc j'ai eu le temps de la voir quand même quelques années. Mais c'est vrai que les rapports étaient pas forcément simples. En plus, moi, je parlais pas allemand, donc j'ai des cousines qui parlent très bien français, italien. Alors on faisait un espèce de mélange de langues. Ensemble, et on était toujours ensemble pour aller voir notre grand-mère. Oui, c'est-à-dire que bon, il y avait une espèce de filtre, peut-être, je sais pas comment dire. Voilà. Et donc finalement, votre grand-mère paternelle qui vous a élevé vous a quand même beaucoup parlé de votre mère aussi, etc. Ah oui, bien sûr, parce qu'elles se sont extrêmement bien entendues. Oui. Et donc oui, elle m'en a beaucoup parlé, oui. Alors votre grand-mère maternelle, donc Magda Schneider, on va la citer tout de même, donc elle était actrice, comédienne, votre mère également, et vous également, vous faites ce choix de devenir comédienne. Quand et pourquoi faites-vous ce choix? Est-ce que vous avez une idée? Par pure folie, sans réfléchir. Je fais ce choix parce que assez vite, quand vers l'âge de 14-15 ans, je vais au cinéma et je vois des films que j'aime et je me dis, ah mais moi aussi je pourrais faire ça, tiens, moi aussi je pense que j'arriverai à faire ça. Voilà. Et puis après, je reprends ma vie. Après, je n'en parle pas. Je le garde pour moi. Et puis plus tard, vers 22, 23 ans, oui, là, je me suis dit, bon, allez, vas-y, fais-le. Prends des cours de théâtre au moins, parce que si tu le fais pas, tu vas le regretter toute ta vie, peut-être. Alors, voilà. Et vous partez là à Los Angeles, enfin en Californie. Oui. Dans les écoles où sont allées votre mère aussi, d'ailleurs. Non. Elle n'est pas allée, je crois qu'elle était passée par là. Pardon. J'ai mal lu, sans doute. Et donc, là, vous allez là-bas parce que vous dites que vous serez plus tranquille, que si jamais... oui. Vous vous sentez moins jugée. Après, j'avais de la chance. Bon, j'avais de la famille qui était là-bas, donc c'était facile à organiser. Ça m'amusait d'essayer de jouer en anglais, ou en tout cas de prendre des cours en anglais. Et puis oui, je me disais, bon, je peux être, a priori, je pourrais être un peu tranquille, je pourrais me tromper, mal jouer, être mauvaise, apprendre tranquillement, sans être renvoyée constamment à ma mère. Et donc, vous revenez en France, et puis vous préférez, vous dites préférer le théâtre au cinéma. Oui, mais ça s'est fait un petit peu... comment ça s'est fait? Oui, c'est vrai, oui. Ça se fait pas par hasard, mais j'ai commencé le théâtre assez vite, alors que je me disais, j'en avais envie, mais je me disais, bon, attends un peu. Et puis mais bon, voilà, c'est quelque chose que j'adore me retrouver sur un plateau de théâtre. Vous en êtes beaucoup privé pour l'instant. Comment est-ce que vous avez vécu cette période de Covid, de confinement, sans culture, j'étais encore pas mal occupée sur le livre. Après, voilà, j'étais pas la plus mal lotie. Qu'est-ce que vous voulez faire? On est tous dans le même bateau. Il faut attendre les traitements, les vaccins. Voilà, il faut. Vous avez hâte de remonter sur scène, de retrouver le public. Dans les pièces de théâtre que vous aimez, où vous avez joué, il y a aussi L'être d'une inconnue de Stéphane Zweig, qui est aussi une histoire de maternité quelque part. Ah ben oui, en plus, d'autant plus qu'elle démarre, l'histoire démarre, on entend cette femme qui dit que son enfant est mort hier. Et elle s'adresse au père de cet enfant qui ne savait pas, ce père ne savait pas qu'il était père et qu'il avait eu un enfant avec cette femme qu'il a sans doute déjà oublié. Oui, il n'avait pas gardé un souvenir impérissable. Voilà, donc c'était une expérience très belle au théâtre, oui. D'accord.
Alors, et vous aimez beaucoup aussi Wajdi Mouawad, Oui. en metteur en scène. Oui, j'aime beaucoup ce qu'il fait, oui. Alors, si on vient un petit peu aussi à votre livre, à votre mère, il y a quand même des passages qui sont très, très touchants aussi, je trouve. C'est quand vous rencontrez Claude Sautet, Philippe Noiret, enfin voilà, qui l'ont tant côtoyé, enfin qu'on l'associe directement à elle. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ces moments qui vous ont apporté beaucoup apparemment aussi? Oui, bah, c'était très émouvant, bien sûr. Alors, parce que j'étais abreuvée de récits familiaux sur mes parents, ma mère, etc. Mais à un moment donné, bien sûr, on est quand même curieux de rencontrer d'autres personnes qui l'ont connue dans la sphère professionnelle, par exemple. Forcément, donc, bon, la sphère professionnelle, c'était ces gens-là. Et je les ai rencontrés assez tard, et oui, c'était bouleversant, parce que comme, pour ne citer que Noiret, Sautet et Piccoli, c'est quand même des hommes d'une élégance et d'une sensibilité incroyable. Donc on était là comme deux ronds de flanc, enfin chacun, parce que c'était des tête-à-tête, hein, on s'est pas vus tous ensemble dans une pièce. On était moi j'étais un petit peu mutique, un peu sans voix, très impressionnée évidemment, eux, et on avait les larmes aux yeux à chaque fois, quoi. Alors en essayant de faire bonne figure mais c'est vrai qu'en même temps je me rappelle pas tant que ça. Je n'arrivais pas avec une liste de questions préétablies avant de les rencontrer, avant de les voir, parce qu'avec Claude Sautet, j'ai eu plusieurs rendez-vous, on a déjeuné plusieurs fois ensemble. Michel Piccoli, je l'ai pas assez vu. Mais voilà, mais donc il m'en reste des sensations et des émotions très très fortes, mais je peux pas non plus raconter exactement ce qui s'est dit. C'était à votre demande, ces rencontres, en fait, chaque fois. Oui. Et donc, eux devaient être ravis, surpris. Enfin, ils vous ont connu. Peut-être qu'on avait les mêmes élans, c'est-à-dire que moi, je n'osais pas. Hein, à chaque fois, les rencontres se sont faites par des tiers. Oui. Je n'osais pas forcément, moi, faire le premier pas, parce que justement, je voulais pas les gêner, ou je voulais pas avoir l'air d'être le petit chien qui s'accroche à la jambe en disant parlez-moi de ma mère, parlez-moi de ma mère. Et puis je ne savais pas jusqu'à quel point eux avaient envie de se remémorer cette période-là de leur vie. Bon. Donc on était un peu, je pense que tout le monde était un peu gêné, timide, je sais pas. Mais bon, les rencontres se sont faites et bien faites, et émouvantes. Et il devait avoir l'impression de revoir un peu votre mère à travers vous. Je sais pas, oui, certainement, mais c'est pas bon. C'est pas ce que je cherchais. Hein. Non, c'est d'avoir aussi plus d'informations. Oui, ou alors mais peut-être juste de leur serrer la main à l'époque, parce qu'à l'époque on pouvait serrer les mains. Oui. Juste de leur serrer les mains, de les enlacer, et voilà. Après, parfois, on n'a pas besoin de mettre des mots sur tout. Non. Même si on écrit des livres. Mais je voulais vous demander aussi si le fait d'avoir écrit votre livre, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un avant et un après? En tout cas, la satisfaction d'être arrivé au bout d'un projet qu'on s'est fixé, elle est immense. Maintenant, donc c'était quand même, j'ai porté ça pendant 3 ans. Donc, et comme il y a eu pendant ces 3 ans plein de moments où j'ai pas voulu abandonner, mais où je me suis dit oh là là, ça va pas du tout, je vais jamais aller au bout, où je remettais en question plein de choses. Donc, d'être allé au bout et d'être contente du résultat, c'est assez inestimable. Maintenant, il n'y a pas de... C'est ça surtout qui fait du bien à l'ego, de finir un projet, d'aller au bout d'un projet qu'on s'est fixé. Parce que je peux commencer plein de choses et jamais les finir. Donc ça, c'est déjà bien. Ça a une vertu immense. De savoir que les gens le lisent, le reçoivent à peu près
comme j'ai voulu l'écrire et comme j'ai voulu qu'il le reçoive, ça c'est très bien aussi. Après, il n'y a pas de vertu, il n'y a pas de thérapie là-dedans. Je pense que il fallait que j'aille bien déjà avant pour l'écrire. Et comment vous avez décidé, quand vous êtes mis à l'écriture, vous avez établi un plan? Comment est-ce que vous avez décidé? Parce qu'on a l'air d'un... Hein, on dit qu'il y a les écrivains architectes et les écrivains jardiniers. Hein. Alors, les écrivains architectes, enfin, l'expression est assez parlante. Et donc, ici, on a plus l'impression d'un livre jardinier. Mais voilà. Qu'est-ce que vous aviez décidé avant de commencer? Et est-ce que le livre vous a amené tout à fait ailleurs? Un petit peu ailleurs, mais je voulais une succession je voulais des chapitres courts, enfin des scènes comme ça, une succession de scènes, parce que je me disais, je voulais mettre ensemble des scènes qui m'avaient marqué, qui m'étaient arrivées. Et tout l'enjeu pour moi était de choisir le bon ordre pour ces scènes. Oui. Et au départ, la chronologie n'était pas celle-ci. Donc, mais après, j'ai cherché l'ordre le plus approprié et qui, selon moi, était les mouvements de la pensée, où vous vous mettez à penser à quelque chose et puis ce quelque chose vous fait penser à un événement qui s'est produit il y a 5 ans et puis tout d'un coup vous pensez à demain et puis voilà. La pensée continue. Voilà, les mouvements de la pensée, les associations d'idées, voilà. Voilà. Et vous aviez une discipline, vous vous disiez tous les matins je me mets à mon bureau, ou bien vous écriviez par phase, voilà. Alors j'ai commencé à écrire vraiment ce livre à la toute fin de ma grossesse, donc et jusqu'à l'année dernière. Donc je suivais quand même le rythme de mon enfant. C'est ça, oui. Voilà, qui structure quand même les journées. Mais par-dessus, il y a eu les confinements. Donc voilà, écoutez, à la fin, j'ai essayé, je me fixais 4 heures d'écriture continue. Par jour. Oui, plutôt le matin. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans l'écriture du livre? Cet ordre-là, trouver le bon ordre, équilibrer les moments d'angoisse et équilibrer dans le livre les chapitres anxiogènes et qui traitent de l'angoisse, de la mort, et les chapitres qui sont plus vivants, les équilibrer. Et puis après, sur la forme, mettre à distance, essayer de trouver une façon de raconter. C'était très important pour moi, par exemple, d'écrire au présent, que tout soit au présent. Autant que possible. Enfin, la majorité, c'est vraiment au présent. Puis de tenir, d'essayer de faire en sorte que le lecteur ait envie de tourner les pages. Quoi. Oui, parce que c'est quand même un travail de longue haleine, l'écriture d'un livre comme ça. Et dans les retours, puisque voilà, il a un bel accueil, etc., quel est le retour qui vous a le plus touché? Qu'on oubliait ma mère. Voilà. Qu'on oubliait, on n'oublie pas, on sait que je parle d'une mère, mais qu'on oublie celle-ci, parce que moi c'était, le sujet de la notoriété, c'est un sujet en soi dans le livre, mais je m'imaginais que c'était une cantatrice d'opéra. Vous ne la citez jamais, d'ailleurs. Une fois. Une fois, c'est ça. Une seule fois. Enfin, je fais citer, je fais parler Michel Piccoli. Oui, parce que je voulais pas. C'était pas un livre sur le cinéma du tout. C'est un livre sur les vivants et les morts et la maternité. Et qui parle avec une dimension universelle qui parle autant que possible. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Sarah. Merci à vous. Merci, c'était un plaisir de vous rencontrer et de lire ce très beau livre que on peut conseiller à tout le monde. Merci beaucoup. Voilà. Merci.